La persécution est en marche. Lors de la débâcle de 1940, les Juifs, comme tant d'autres, prennent les routes du Sud, mais une partie d'entre eux demeure ou revient dans la région. En effet, on estime en 1939 la communauté juive à environ 4000 personnes. Les brimades, les violences, les rafles vont, au fur et à mesure des mois qui passent, s'intensifier. La persécution se met en route. Des interdictions sont posées par ordonnance telle celle de novembre 1941. Il est formellement interdit aux Juifs de fréquenter les hôtels, les restaurants, les estaminets, les bars et les cafés, de pénétrer dans les parcs publics de l'île, notamment les parcs et les promenades autour de la citadelle, le jardin du bois de Boulogne, le bois de la Deule, etc. De se servir des bancs, des rues et des places publiques, d'utiliser les bains publics. Toute infraction à cette ordonnance sera punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 Reichsmark et à 6 semaines d'emprisonnement. Juifs et tziganes partagent le même destin qui conduit aveuglément hommes, femmes, enfants, vieillards vers la solution finale. Pour échapper à ce plan démoniaque de l'idéologie nazie, certains Juifs qui vivent clandestinement en zone interdite se cachent et bénéficient heureusement de l'aide spontanée, individuelle, mais risquée de la population. Une organisation de résistance à la déportation, la persécution, se met en place. Des réseaux s'organisent, notamment dans des maisons religieuses, catholiques ou protestantes, mais aussi d'institutions privées, telles l'œuvre du Préventorium de Trélon. La conférence de Wannsee du 20 janvier 1942 est en quelque sorte le décret d'application de l'ordonnance de Göring de juillet 1941, portant sur la solution finale de la question juive. Elle met en place les rouages de l'extermination, développe une véritable stratégie de génocide. Rafles, évacuations, travaux forcés seront les prémices de l'horreur. Une grande partie s'éliminera naturellement au terme d'un processus naturel. Quant aux hôtes les plus résistants, les femmes, les vieillards, les enfants, il faudra leur appliquer un traitement approprié. Passage tiré du procès-verbal officiel de la conférence. Traitement approprié. Quel euphémisme pour parler des camps d'extermination. Dès juillet 1942, la persécution s'accélère. On compte encore à cette époque une population juive importante qui refuse de fuir ou même choisit de revenir. 2000 d'entre eux acceptent de se présenter en préfecture et se font même recenser. 1259 portent l'étoile jaune. La rafle du 11 septembre n'en sera que plus efficace. Elle portera à la communauté juive un coup fatal. La machine de destruction systématique est en route. Madame Roussel, directrice du Préventorium de Trélon, mademoiselle Eva Durleman et mademoiselle Thérèse Mater, directrice d'Ambroise Paré, sont amies depuis l'ouverture simultanée de leurs institutions. Face à l'ignominie, c'est le cœur des hommes et des femmes de bien qui parle et leur permet de s'engager au péril de leur vie, au-delà des convictions et croyances personnelles.
protestants, catholiques, incroyants, s'unissent pour sauver des Juifs. C'est le réseau de l'humain qui se met en place. Mesdemoiselles d'Hurlemann et Mater deviennent les plaques tournantes de la clandestinité. Dès les premiers temps de la guerre, elles entrent dans la résistance, protègent les Alliés, sauvent des maquisards en danger. Elles partagent, avec Madame Roussel, une noblesse d'âme, un idéal, un sens de la vie qui les porteront, sans se soucier de leur propre vie, à être solidaires du malheur, à sauver des enfants de l'Holocauste, de la barbarie. Un maillage de résistance et de sauvetage des enfants juifs se met en place autour de ce simple dispositif, sans que nous puissions préciser les liens qui les unissent entre eux. On y trouve des protestants, des catholiques et des personnes qui n'invoquent aucune appartenance politique ou religieuse. Ce sont des êtres respectueux de l'individu, de ses différences, et qui rejettent au nom de leurs valeurs la dictature, l'arbitraire, l'ignominie. On peut citer Madame Signoret de Lille, Madame Balavoine de la Madeleine, Maître Pacôme d'Avesnes-sur-Helpe, Madame Michaud du Centre d'entraide de Paris. Ce sont eux qui vont organiser les transferts des enfants ou vont conseiller à nombre de parents juifs la filière de la Huda. Le secret de la Huda. Revenons à Helena et Perla. En arrivant à Trélon, elles ignorent encore ce que sont devenus leurs frères, Abraham et Léon. Ce dernier, après avoir été dénoncé, arrêté, mourra en déportation. Abraham, connu sous le nom de Louis Dubus, est caché et protégé par le docteur Pierre Nick, médecin à Inchy, fils du pasteur Nick, ami des demoiselles. Mais le danger guette. Il est envoyé à Trélon. Et là, il retrouve ses deux sœurs le 1er avril 1943. On ne peut imaginer le bonheur mêlé de larmes au moment des retrouvailles. Mais quel risque pour l'institution! Ce garçon a 17 ans. Pour le rajeunir, on lui met des culottes courtes, très courtes même, difficile cependant de dissimuler son âge. On le nomme chef scout. La promotion est rapide. Cependant, il s'acquitte parfaitement de sa mission. Garçon brillant, il met à profit son savoir et devient précepteur en mathématiques et latin d'un autre enfant juif, le jeune Georges Comard, qui veut, plus tard, passer son baccalauréat. Celui-ci l'obtiendra et deviendra médecin, puis chirurgien. Mais nous aurons l'occasion de revenir plus loin sur ce monsieur Comard qui n'oubliera pas les mois passés à Trélon. Il viendra même témoigner lors de la cérémonie de remise de la médaille des Justes à l'établissement, et à titre posthume à Madame Roussel. Au dire de Madame Bezin, d'origine protestante, auteur d'une recherche importante, Louis Dubus est actif. Il transforme la vie de ses coreligionnaires qui étaient, comme lui, cachés et dont il comprend la détresse. Son attachement au judaïsme, au rituel de sa religion, sa foi, lui procure un courage extraordinaire, qu'il tient peut-être aussi de l'exemple de son père, qui, au moment des rafles, choisit de rester à la gare pour ne pas abandonner ses fidèles. Ce faisant insistant, il est autorisé à se rendre à Lille pour chercher du pain azime et célébrer ainsi la Pâque juive,
avec ses sœurs, ceux de la communauté qui le désiraient. Louis s'intègre parfaitement dans l'esprit de l'institution. Le scoutisme, élevé au rang de système éducatif, est pratiqué par tous. Il accepte une identité totémique. Antilope devient chef de patrouille et à ce titre bénéficie de la tente du chef dans le parc. Heureux stratagème qui lui permet ainsi qu'à ses sœurs et d'autres de pratiquer l'isolement et le silence désiré. Helena et Perla ont leur chambre, une petite cuisine qui facilite la préparation de la cuisine cachère, ce qui évite bien des incidents. Quelques années plus tard, Perla nous rapporte cette anecdote, ainsi que le refus d'observance du rite catholique. Une négociation eut lieu. Chaque enfant, du fait de son identité nouvelle, de ses coutumes, constitue un danger pour lui-même, mais aussi pour l'institution. Au fil des mois, d'autres enfants juifs arrivent. Plusieurs filières s'organisent, mais le secret n'est partagé qu'entre Madame Roussel et Madame Véron. Les précautions sont multiples et variées. Avez-vous besoin d'une bonne? Était le mot de passe en forme de question pour obtenir un sauf-conduit, une place. Selon M. Caudrelier, historien originaire de Trélon, les enfants juifs sont même parfois porteurs d'un certificat médical rédigé en français et en allemand, mentionnant tuberculose pulmonaire, ruse qui dissuade les policiers allemands trop zélés de pousser trop loin leurs investigations. La contamination peut être rapide. La plus grande vigilance s'impose durant ces années tourmentées, d'autant que l'un des médecins de l'endroit est connu pour ses sentiments pro-nazis. Mais le secret était-il vraiment gardé? M. Jean-Jacques Bourseau, Michaud, qui a vécu cette période dans l'établissement, évacué aussi à Vieux-Boucau, témoigne que son camarade, Georges Comard, lui a confié son secret. On peut aisément comprendre le poids de l'inquiétude chez ces enfants en attente de nouvelles de leurs proches. Mais quel risque! C'est un miracle qu'ayant hébergé 54 enfants juifs pendant 2 ans, certains exigeant la cuisine cachère, d'autres le sabbat, qu'aucune dénonciation n'ait eu lieu, que le voile de la clandestinité ne soit jamais levé. Il aura fallu déployer des trésors d'imagination pour ne pas susciter de doute, des montagnes d'attention et de respect de l'être humain pour concilier, accepter de telles prises de risques. Même au mois de mai 1944, l'inquiétude est encore grande et les précautions infinies, si l'on en juge l'attention attirée par ce service d'entraide, de soins. Le hasard fera que 3 décennies plus tard, on retrouvera, nichée au fond d'un placard, la liste de ces enfants, établie en 1946, avec en mention pour certains le nom francisé. Monsieur Bouddha, pendant 38 ans, vous avez protégé, accompagné, soutenu des enfants, des adultes en difficulté. C'est une aventure humaine importante dans la vie d'un homme. Vous avez pris votre retraite ici en 2008. Avec le recul, quel est votre ressenti sur ce long et beau parcours? Madame Mamet, c'est extrêmement difficile de pouvoir résumer en quelques mots un parcours qui a été aussi long, presque 4 décennies. Mais je dirais que ce sont les enfants, ce sont les adolescents, ce sont les adultes
en grande difficulté qui m'ont permis de réaliser ce que nous avons fait. Ce sont eux qui ont été la source de ma joie, de mon plaisir à innover, à créer et à réaliser peut-être quelque chose qui leur aura été utile dans leur vie. Ce dont je peux témoigner aujourd'hui, c'est que, très long, la maison des enfants, le château de la Huda m'ont sans doute apporté beaucoup plus que moi, je n'ai pu leur apporter. Mais ce que je retiens, c'est le regard de ces adultes que je rencontre aujourd'hui. Ce sont les témoignages que je reçois chaque année lors des vœux et qui sont émouvants. Ce sont les visites qui me sont encore rendues par des personnes qui ont fait leur cheminement après parfois de grosses difficultés, mais qui ont réussi à tracer leur chemin et à trouver leur propre vérité. Voilà ce que je voudrais dire, et quand j'y découvre en plus du plaisir, du bonheur, alors je me dis que tout ça n'a peut-être pas été inutile. Mais qu'il en soit ainsi et que la chaîne d'union permette effectivement à ceux qui ont un peu moins de tout que tous les autres d'avoir également une part au bonheur.